Un homme entre dans une salle d'interrogatoire. Et il n'a pas l'air d'un menteur, et de toute façon ce n'est pas le rôle qu'on lui demande de jouer. On lui demande pas d'inventer, on lui demande de se souvenir. Sur la table, les policiers étalent plusieurs photos. L'homme les regarde une à une, puis son doigt s'arrête. Il hésite à peine. Il reconnaît ce visage. Il l'a vu, il en est sûr. C'est lui. Il répète même certains détails de la scène. La lumière, le mouvement de tête, la veste, le regard. Sa mémoire paraît nette, solide, presque propre. Le problème, c'est qu'il se trompe. L'homme qui vient de désigner n'a rien fait. Sa mémoire ne lui a pas juste mal rappelé un détail, elle a fabriqué une certitude. C'est ça qui est dérangeant avec le cerveau. Quand il se trompe, il ne te prévient pas. Il ne te dit pas « Attention, là, je brode un peu ». Il ne clignote pas. Au contraire, plus un souvenir est faux, plus il peut parfois te sembler évident, parce que ton cerveau ne te vend pas des faits. Il te vend une histoire cohérente. Et une histoire cohérente, ça a beaucoup plus de force qu'un événement flou. C'est même souvent pour ça qu'on y croit. On a grandi avec une idée très simple de la mémoire. On imagine qu'elle fonctionne comme une caméra intérieure, qu'elle enregistre le monde, le stocke quelque part puis le rejoue quand on en a besoin. C'est rassurant, parce que ça voudrait dire que notre passé nous attend, intact dans un coin du cerveau. Mais cette image est fausse. Ton cerveau ne filme pas ta vie. Il ne la sauvegarde pas telle qu'elle. Il prélève des morceaux, des formes, des émotions, des liens et quelques petits détails saillants. Puis il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il reconstruit. Autrement dit, la mémoire, ce n'est pas une archive, c'est simplement une reconstitution. Et comme toutes les reconstitutions, elle dépend de la personne qui l'a fait, du contexte, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle croit déjà savoir. Et c'est pour ça qu'un simple détail peut suffire à tout contaminer. Si après un accident, on demande à un témoin « À quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont percutées ?» il donnera souvent une estimation différente que si on lui demande « À quelle vitesse allaient-elles quand elles se sont fracassées ?» Le mot change à peine. La scène, elle change déjà. Le cerveau entend fracasser et il remonte le niveau de violence. Il accentue la brutalité. Il rajoute parfois du verre, du bruit, de l'impact. Il ne retrouve pas un souvenir, il l'ajuste. C'est là que beaucoup de gens commettent une erreur. Ils pensent que la mémoire devient fausse seulement quand elle est très vieille, abîmée par le temps, ou quand la personne ment volontairement. En réalité, elle commence à dériver dès sa naissance, presque immédiatement. Parce qu'au moment même où tu vis quelque chose, ton cerveau trie déjà. Il ne garde pas tout. Il garde ce qui lui semble utile, menaçant, émouvant, inhabituel. Le reste disparaît. Puis, quand tu veux revivre la scène, il rebouche les trous avec ce qu'il juge plausible. Pas avec la vérité, mais avec le plausible. Imagine un puzzle dont on aurait perdu un tiers des pièces. Si je te demande de me le reconstituer, tu vas essayer d'être fidèle, bien sûr, tu vas aussi combler les manques, tu vas deviner les formes, prolonger les lignes, rapprocher les couleurs. Tu vas fabriquer quelque chose qui ressemble au puzzle d'origine. Et si tu fais ça assez bien, tu finiras toi-même par oublier quelle partie venait vraiment de la boîte et quelle partie sortait de toi. C'est exactement ce que ton cerveau fait avec ton passé. Le plus violent, c'est qu'on peut lui faire créer des souvenirs entiers. Des chercheurs ont montré qu'en racontant à quelqu'un, avec assez de sérieux et de détails qu'il s'était perdu enfant dans un centre commercial, certaines personnes finissaient par s'en souvenir. Pas vaguement, pas comme on répète une anecdote qu'on nous a racontée. Non, elles revoyaient les lieux, la peur, la confusion, parfois même la personne qui les avait retrouvés. La scène n'avait jamais existé, mais le cerveau avait trouvé de quoi la rendre vivante. Il avait assemblé des sensations crédibles, branché ça sur des souvenirs d'enfance réels, puis scellé le tout avec cette matière extrêmement dangereuse qu'on appelle la certitude. À partir de là, une question commence à gratter. Si ton cerveau peut créer un faux souvenir entier, qu'est-ce qu'il fait au vrai ? La réponse est pire. Les vrais souvenirs ne sont pas protégés. À chaque fois que tu te rappelles de quelque chose, tu rouvres le fichier. Et quand tu l'ouvres, il devient malléable. Tu peux le renforcer bien sûr, mais tu peux aussi le déformer. Une émotion présente actuellement peut contaminer une émotion passée. Un nouveau récit peut remplacer l'ancien. Une explication trouvée après coup peut venir coloniser ce qui au départ n'avait aucun sens. Puis tu refermes le souvenir et la prochaine fois, tu repars de cette version. Pas de l'original, tu pars d'une copie déjà retouchée. C'est comme si ton passé n'arrêtait jamais d'être monté.
Les scènes sont les mêmes en apparence, mais l'ordre émotionnel change. Le sens change. La lumière change. Tu coupes tout ce qui gêne la fluidité. Tu gardes ce qui soutient le récit, tu crées des transitions. Et surtout, tu retires une chose que le réel possède toujours en abondance. Le désordre. Le réel est confus, et bancal, contradictoire. Ton cerveau déteste ça. Alors il lisse. C'est pour ça qu'après une dispute, deux personnes sincères peuvent raconter deux histoires qui s'opposent presque entièrement. Aucune des deux personnes ne ment forcément. Chacun protège son identité, chacun reconstruit une scène dans laquelle ses réactions paraissent plus logiques, plus proportionnées, plus compréhensibles. L'un se souvient qu'il est resté calme, mais l'autre se souvient qu'il a été attaqué sans raison. Les deux gardent ce qui leur permet de continuer à se penser eux-mêmes comme des êtres cohérents. Là encore, le cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche une version supportable. Et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant, parce qu'on quitte la simple mémoire pour toucher à quelque chose de plus grand. Le cerveau ne te ment pas uniquement sur le passé, il te ment sur le présent aussi. Il t'épargne une partie du chaos. Il filtre, simplifie, hiérarchise. Il te fait croire que tu vois le monde alors que tu vois simplement un résumé du monde. Un montage compressé, conçu pour que tu puisses agir vite sans être paralysé par la complexité. Ce que tu perçois, ce n'est pas la réalité brute, c'est une version économiquement viable de la réalité. Ça paraît abstrait, mais en fait tu le vis en permanence. Tu ne remarques pas la plupart des détails autour de toi avant qu'on te les signale. Tu peux manquer un changement énorme dans une scène si ton attention est ailleurs. Tu peux être persuadé d'avoir vu quelque chose alors que ton cerveau l'a simplement créé. Tu peux même ressentir qu'une conclusion s'impose avant même d'avoir compris pourquoi, puis inventer après coup une raison relationnelle pour justifier ton intuition. Le cerveau décide, puis il raconte. Comme il raconte bien, tu le crois. Son travail, c'est pas de préserver le réel. Son travail, c'est de transformer ce qui t'arrive en récit utilisable. Il prend un flot chaotique d'informations, il lui donne une forme, il relie les causes aux conséquences, il te fabrique un moi qui avait des raisons d'agir, des intentions et une continuité. Sans ça, tu serais probablement incapable de tenir debout psychologiquement. Mais le prix à payer, c'est que cette continuité, elle est en partie fictive. T'es pas seulement quelqu'un qui vit des événements, tu es quelqu'un à qui son cerveau raconte en permanence ce qui lui arrive. Plus l'histoire est importante pour ton identité, plus le risque de mensonge augmente. Ce n'est pas un hasard si nos souvenirs les plus puissants sont parfois les plus fragiles. Par exemple, le premier amour, la grande humiliation, le jour où tout a basculé, le moment où tu t'es juré de changer. Ce sont précisément les scènes que ton cerveau a le plus retravaillées, parce qu'elles servent de pilier à la personne que tu crois être. Elles ne sont pas forcément fausses de bout en bout, ce serait trop simple. Elles sont plus dangereuses que ça. Elles sont vraies, mais réorganisées. Vraies, mais dramatisées. Vraies, mais mises au service d'une version de toi. Alors on revient à l'homme dans la salle d'interrogatoire. Ce qui le rend inquiétant, ce n'est pas qu'il soit malhonnête, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il est sincère. La sincérité, elle ne protège pas de l'erreur. Parfois, elle l'aggrave parce qu'elle te donne l'assurance qui convainc les autres. C'est pour ça qu'un faux souvenir peut envoyer quelqu'un en prison. Ça peut ruiner une relation, déformer une enfance entière ou nourrir une haine pendant des années. Non pas parce que les gens inventent librement, mais parce qu'ils font confiance à une machine qui réécrit sans arrêt ce qu'elle prétend seulement conserver. Et maintenant, le problème se déplace vers toi. Si ton cerveau peut inventer, ajuster, lisser, protéger, couper, réordonner et recoller, alors qu'est-ce qui reste de totalement fiable ? Pas grand-chose. Pas au sens où on l'entend d'habitude. Ce qui reste n'est pas une vérité pure, intacte, quelque part dans un coffre. Ce qui reste est une négociation permanente entre ce qui s'est passé, ce que tu peux supporter et la manière dont ton cerveau décide de relier les deux. Ton identité elle-même repose là-dessus. Elle repose sur une histoire suffisamment stable pour que tu puisses continuer à dire « moi » sans avoir le vertige. Et c'est peut-être ça, le plus troublant. Le vrai problème, c'est pas que ton cerveau te mente. Le vrai problème, c'est qu'il est probablement obligé de le faire. Parce qu'une réalité brute, ça serait peut-être invivable. Parce qu'un passé parfaitement fidèle, ce serait peut-être insupportable. Parce qu'un monde perçu sans montage, sans hiérarchie, sans narration, ce serait peut-être juste du bruit. Alors oui, ton cerveau te ment en permanence. Mais il le fait pas pour te trahir. Il le fait pour te permettre d'exister dans une histoire assez cohérente pour être vécue. Et la question qui reste, celle qui est vraiment inconfortable, ce n'est pas « est-ce qu'il te ment ?» parce que la réponse on l'a déjà. La vraie question c'est plutôt combien de ce que tu appelles ta vie n'est au fond qu'une version bien racontée de ce qui s'est réellement passé.